On est ravis, évidemment, d'accueillir Isabelle Collet, donc sociologue, professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Genève, où elle dirige l'équipe G-RIR, genre, rapport intersectionnel, relations éducatives. Et, si tout fonctionne, qui va nous présenter, entre autres, son outil, la toile de l'égalité. Bien. Alors, donc, je viens de l'Université de Genève, et à Genève, je forme tous les enseignants et les enseignantes du primaire et du secondaire de façon obligatoire et évaluée sur les questions de genre en éducation. Et j'en suis ravie. Je l'aurais bien fait en France, mais au moment où j'ai cherché du travail, on était en train de démonter les IUFM. C'était pas le moment de faire des trucs olé olé comme le genre. Et j'ai trouvé un poste en Suisse où on était en train de construire l'Institut de formation des enseignants. Donc c'est là où je suis, entre autres, à l'Institut universitaire de formation des enseignants de Genève. Et je dirige d'ailleurs la formation des enseignants, pour les futurs enseignants et enseignantes du secondaire. J'y suis depuis 2009 et faut que je vous dise, j'ai fait beaucoup de choses qui servent à rien. Alors, pas complètement à rien, hein, je vais me rassurer avec ça, mais depuis le temps que je travaille sur ces questions, c'est-à-dire en gros depuis le début des années 2000, j'ai cru en un certain nombre de choses, j'ai cru en un certain nombre d'activités qui me semblaient efficaces, et au bout d'un moment, faut bien se rendre compte que c'est moins efficace que ça en a l'air. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans la présentation qu'on a eue, sur des choses qui ont été mises en place et qui manifestement n'ont rien changé. Et depuis quelque temps, et ça va être le sens de l'outil que je vais vous présenter, j'en ai eu marre des trucs qu'on dit c'est mieux que rien. Oui, on n'a pas, ouais, mais quand même on a fait ça, c'est mieux que rien. Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était pire que rien. Pourquoi c'est pire que rien? Parce que ça sape notre morale. C'est-à-dire, on fait cette chose mieux que rien, ça marche pas. On en fait une autre qui est mieux que rien, ça marche pas. Et puis après, on dit, il y a rien à faire, on a tout essayé. Non, on n'a rien essayé d'efficace. Alors, je vous jure pas que ce que je vous montre, c'est efficace. On va pas s'emballer. Mais par contre, il y a des choses, je suis sûre que ça l'est pas. Et qu'en plus, ça conforte dans l'idée qu'il n'y a rien à faire, que c'est une fatalité. Alors, avec vous, je sais que j'ai pas besoin de vous expliquer que les filles ont un cerveau, que les filles n'ont pas un cerveau rose et que les garçons n'ont pas un cerveau bleu. Ça, c'est bon. C'est pas vrai dans tous les domaines, hein. Mais vous, je pense que cette base-là, on l'a. Par contre, un sentiment de fatalité du genre, c'est comme ça depuis, poulala, la nuit des temps, on n'y pourra rien. Bah oui, c'est vrai que quand on voit ce qu'on essaye et qui marche pas, quand on voit depuis le temps qu'on en parle et que ça bouge pas, je peux comprendre ce sentiment de fatalité. Mais par contre, on pourrait peut-être se demander si ce qu'on fait depuis longtemps, c'est si efficace. Bah non, c'est pas efficace. Ce qu'on pourrait faire d'autre, s'il n'y a pas une autre chose qu'on pourrait faire, et en particulier, moi je vais vous dire, la lutte contre les stéréotypes, je n'en peux plus. Ça marche pas. Je veux dire que ça marchait, on s'en serait rendu compte. Depuis le temps qu'il faut lutter contre les stéréotypes. Alors attention, hein. J'ai pas dit que les stéréotypes n'existaient pas. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas, qu'ils n'influençaient pas les élèves. Et il faut les exposer pour ce qu'ils sont, on va en parler. Mais dans ce que je vais vous présenter, je vais remettre, on va dire, les stéréotypes, à mon avis, à leur juste place. Bien, sur ce, le plan de ma présentation, si vous arrivez à le voir quelque part, ça ressemble à ça. D'abord, je vais faire un point sur sexe et genre, parce que vous allez voir, c'est pas inutile. Ensuite, je vais vous expliquer d'où vient mon outil, la toile de l'égalité, comment ça marche, pourquoi j'espère et je pense que ça marche, et puis ensuite quelques exemples de mise en œuvre. Alors, on commence par un point de terminologie. Alors, sexe et genre. Donc moi, je travaille sur le genre, vous avez bien compris, je travaille donc depuis les années 2000, et je pense que je suis condamnée à ce qu'on ne sache jamais sur quoi je travaille, ou en tout cas qu'on se méprenne continuellement sur quoi je travaille. Donc dans les années 2000, quand je disais que je travaillais sur le genre, on pensait que je travaillais sur les femmes. Genre voulait dire femme. Incidemment, moi j'ai fait ma thèse sur les études d'informatique. Ma thèse s'appelle la masculinisation des études d'informatique. Manifestement, je devais travailler sur les mecs, vous voyez. Mais peu importe ce que je pouvais écrire comme article, genre ça voulait dire femme. Étape suivante, 2010, c'est ce moment traumatisant avec
la manif pour tous, les débats autour du mariage entre personnes de même sexe, les journées de retrait de l'école. À cette époque-là, genre veut dire homosexuel. À tel point qu'on m'invite dans des écoles pour parler de genre. Moi, j'arrive pour parler de la division des savoirs entre les garçons et les filles, qui donnera à penser que, comme on l'a dit tout à l'heure, les filles seraient plus aptes à aller dans les métiers du soin ou de l'éducation et les garçons dans les métiers techniques. Et grosse incompréhension, on pense que je vais parler de l'homosexualité, la lutte contre l'homosexualité à l'école, etc. Parce que grâce à nos alliés objectifs temporaires de la manif pour tous, genre est arrivé dans l'espace public, tout le monde s'est mis à entendre le mot, relié au mariage pour tous, genre s'est mis à vouloir dire homosexualité. Depuis les années 2020, avec un de mes collègues que vous connaissez peut-être qui s'appelle Gaël Pasquier, on constate que quand on nous invite à parler genre dans les écoles, on pense qu'on va parler transidentité et non-binarité. Alors, toujours pas. Bien sûr, à l'intérieur de genre, il y a tout ça. Il y a les femmes, il y a les hommes aussi, il y a les questions LGBTQIA+, donc les questions de transidentité ou d'homosexualité, il y a tout ça, pas exclusivement, mais genre ne se résume à aucune de ces choses. Donc, globalement, dans l'espace public, genre, ce serait un sexe social, c'est-à-dire ce qu'une société donnée à un moment donné va considérer comme appartenant en propre aux hommes ou aux femmes. Et le sexe serait, si je prononce le mot sexe, ça veut dire que je crois en une fixité des identités déterminées à la naissance. Et il y a 1 ou 2 ans de ça, je me faisais voler dans les plumes par des étudiantes parce que j'osais parler de sexe. Et c'était comme si j'avais dit un gros mot. Parler de sexe voulait dire que je croyais à une fixité des identités et que sur la base d'un constat de naissance qui était qu'il y a des mâles ou des femelles et qu'il n'y aurait que des mâles ou des femelles, ce qui n'est pas le cas, j'allais croire au fait que ça induisait des compétences, etc. Je vais parler de sexe. Je vais parler de sexe parce que je suis sociologue matérialiste et je vais parler de rapports sociaux de sexe. Mais quand je dis sexe, je ne crois pas à la fixité des identités, je crois à un sexe d'assignation donné à la naissance sur la base d'observations biologiques, qui d'ailleurs ne concernent pas tout le monde parce qu'il y a suffisamment d'enfants qui naissent intersexes pour qu'on ne puisse pas dire que ce soit nul ou complètement négligeable. De toute façon, les individus ne peuvent pas être négligeables. Donc il y a une assignation à la naissance, ça s'appelle le sexe, et suite à cette catégorisation qui est faite et qui ne correspond pas de fait à tous les élèves, on va déterminer un groupe filles, un groupe de garçons, c'est une catégorie de sexe d'assignation. Alors oui, je vais parler de rapports sociaux de sexe. Si je le disais en entier, je parlerais de rapports sociaux de catégories de sexe d'assignation. Vous me pardonnerez le raccourci. Comme je peux parler de rapports sociaux qui hiérarchisent les sexualités, et évidemment de rapports sociaux de classe, comprenons, de classe sociale. Je vais vous parler de rapports sociaux, en fait, dans l'espace du genre, c'est-à-dire dans l'espace qui va être défini par cette croyance que le fait de naître mâle ou femelle nous induirait des comportements que nous devrions avoir de façon naturelle pour être ce qu'on appelle un homme honorable ou une femme honorable dans notre société occidentale d'aujourd'hui, et sachant que ces catégories sont en plus hiérarchisées. Donc les études genre dans lesquelles je m'inscris part bien sur l'idée que la différence des sexes, c'est une construction sociale, c'est-à-dire déjà le fait d'avoir un sexe binaire, c'est une construction sociale, parce que la biologie est plus compliquée qu'un sexe binaire, mais que en France, comme en Suisse d'ailleurs, quand on a 2 cases à l'état civil, il faut se débrouiller avec, même quand à la naissance c'est pas clair, qu'il y a un rapport de pouvoir marqué par la domination des hommes sur les femmes. Alors attention, ça ne veut pas dire que je pense que tous les hommes, temps plein, ont une obsession, c'est dominer chaque femme individuellement. C'est pas ce que je veux dire par là. Mais qu'il y a un ensemble de privilèges dont les hommes bénéficient, qu'ils veulent les activer ou pas. Pour expliquer, c'est comment... Attends, ça je vous le dirai tout à l'heure. Donc il y a ce rapport différencié, que les hommes veulent l'activer ou non. Et le genre se construit en interaction avec d'autres rapports de pouvoir, tels que la classe sociale ou l'ethnicité. Idéalement,
ça ne peut pas être étudié séparément, mais plus on rajoute de rapports sociaux, plus ça devient compliqué de jongler avec plusieurs balles. Moi, j'ai l'habitude de jongler avec la classe sociale et la catégorie de sexe d'assignation. Ça ne veut pas dire que je considère que les autres balles ne servent à rien. Et de toute façon, tout à l'heure, vous allez avoir Fabrice Dume qui jongle avec d'autres balles et qui fait ça avec les balles qu'il a bien mieux que moi. Allez, je passe là-dessus et je vais vous parler maintenant pédagogie féministe. Parce que l'outil que je vais vous montrer est un outil qui est issu de la pédagogie féministe. Claudie Solar, qui est malheureusement décédée il y a 2 mois à peu près. Claudie Solar, c'est une didacticienne des maths au Québec. Elle a catégorisé dans les années 90 différentes typologies de pédagogie féministe qu'elle regroupe sous la formule la pédagogie féministe, c'est une science de l'éducation qui examine l'enseignement dans une perspective féministe, c'est-à-dire selon un ensemble de connaissances qui sous-tend à l'action vers une transformation de la division sociale des sexes. Donc c'est précisément ce qu'on veut faire ici. On voudra avoir une science de l'éducation qui transforme nos pratiques pour un changement de la hiérarchie, de la division sociale des sexes. Et Claudie Solar, elle définit 2 approches. D'une part, il y a le féminisme égalitaire, enfin ce qu'elle appelle le féminisme égalitaire, qui a pour objectif l'égalité comme stratégie, l'égalité est comme stratégie le refus de rupture avec l'ordre établi et une dénonciation des stéréotypes et du discours et de l'idéologie sexiste. C'est précisément ce dans quoi on est. Le truc que je suis en train de vous dire que ça marche pas. C'est-à-dire, on ne remet pas en cause l'ordre établi, c'est-à-dire l'école telle qu'elle existe, son fonctionnement tel qu'il existe, la formation des enseignants et des enseignantes telle qu'elle existe, les salaires des enseignants et des enseignantes tels qu'ils existent. Bref, on ne remet pas en cause, mais on essaie à l'intérieur d'aménager une prise de conscience en dénonçant les stéréotypes, et pas les producteurs des stéréotypes, en dénonçant l'idéologie sexiste, et en essayant de produire de l'égalité, mais sans bouger les bords du cadre. Faut reconnaître que c'est le plus facile à faire. Et quand moi je forme des jeunes et futurs enseignants, enseignantes, je leur dis, je vous envoie pas au casse-pipe. Moi je vais vous proposer autre chose, mais vous allez être jeune enseignant, enseignante, dans un système éducatif avec des supérieurs hiérarchiques, prenez la température du bain avant de trop secouer le cadre. Parce que ça, on ne pourra pas vous le reprocher. C'est-à-dire œuvrer pour l'égalité. Alors chez nous, ça fait partie de la loi sur l'instruction publique, c'est également dans les textes français. On ne pourra pas vous reprocher de faire ça, faire plus, mettre en cause l'organisation même, c'est une toute autre affaire. Je vais vous montrer que la place du stéréotype dans ces 2 catégories est très importante pour comprendre quand ça bouge et quand ça bouge pas en gros. Puis vous avez la pédagogie féministe critique qui découle des pédagogies critiques, y compris par exemple de l'éducation populaire. Je dirais que un de mes, je vais pas m'engager, pédagogue critique préféré, c'est Paolo Freire, qui vise à un changement social radical. Et dans ce cas-là, on va analyser les stéréotypes comme produits d'un système hiérarchisé et non comme producteurs de la hiérarchie. Si vous êtes dans la première rubrique, on vous dit qu'il faut lutter contre les stéréotypes car c'est eux qui provoquent, qui entraînent, ils sont la cause des inégalités. Et moi, je vais vous dire, ils en sont la conséquence. Et si vous vous contentez d'attaquer les conséquences, ça va pas suffire. Alors, j'avais avant l'image de dire, si vous arrachez les mauvaises herbes et vous attaquez pas la racine, ça marche pas. On m'a dit, il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est vrai. Donc, je revois mon analogie, mais en attendant d'avoir trouvé une meilleure, vous voyez ce que je veux dire. Lutter contre les stéréotypes, c'est pas arracher les mauvaises herbes. Ça repousse. Alors, les stéréotypes, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions des stéréotypes. La plupart sont en psychosocial, ce qui est logique, c'est la discipline qui a le plus investi la question des stéréotypes. Moi, j'aime bien celle-là, qui vient d'un journaliste politique, qui est la première itération du terme stéréotype. La première fois qu'on l'emploie. Ce journaliste politique, il a écrit un livre qui s'appelle Public Opinion, comment on fabrique les opinions. Ce qui est particulièrement intéressant sur la question des stéréotypes, et qui nous dit les systèmes de stéréotypes sont une image ordonnée, plus ou moins cohérente du monde, à laquelle nos habitudes, nos goûts, nos compétences, notre confort et nos espoirs sont ajustés.
Ce n'est peut-être pas une image complète du monde, mais c'est une image d'un monde possible auquel nous sommes adaptés. Les gens et les choses ont leurs endroits bien connus et font certaines choses qui sont attendues. Nous nous sentons chez nous là-bas. Nous nous intégrons, nous en sommes membres. Ça explique pourquoi ils sont aussi durs à renverser, les stéréotypes. Ils sont rassurants. Même s'ils ne nous arrangent pas, ils nous permettent de lire la complexité du monde. Et on peut toujours essayer de prétendre que même s'ils ne nous arrangent pas, même s'ils sont négatifs par rapport à notre groupe social, nous, on va s'en émanciper. Nous, on va pas être pareil. Moi, j'ai fait des études des informatiques, j'étais convaincue de ne pas être comme les autres filles. Bon, ça ne marche que temporairement. Mais ça me permettait une lecture du monde qui me permettait de dire, bon, il y a les filles, il y a moi qui suis une sorte de super fille parce que je réussis en informatique, et j'avais trouvé une façon de traiter les stéréotypes pour qu'ils m'arrangent. Et permettre que le monde continue à être lisible. Bon, qui m'arrange à court terme. Je n'ai pas trouvé de boulot en informatique au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai capté 2-3 trucs. Mais sur le coup, pendant mes études, tout allait très bien. Et je faisais partie des filles en études d'informatique qui disaient « Non, il n'y a pas de problème, la preuve, j'y suis, mes copains, ils sont sympas, gna gna gna. » Bon. Alors, vous imaginez pour les gens à qui ça arrange, on va pas du tout les renverser, ces stéréotypes. Ils nous permettent de lire le monde et d'avoir une bonne image de nous-mêmes. Formidable. Donc, évidemment, ils sont très durs à attaquer. Mais ils naissent comment? Parce que quand on dit on va lutter contre les stéréotypes, d'accord, mais ils viennent d'où? Qui c'est qui les génère? Comment ils existent? Et là, je viens avec une psychologue sociale qui s'appelle, deux psychologues, Urtil et Pigevin, Marie-France Pigevin, qui en 95 écrit, parmi les psychologues, donne vraiment une toute autre voix, notamment sur la question de la différence des sexes. Elle dit, les stéréotypes donc, qu'ils donnent du contenu valué aux croyances et aux préjugés. Valué. C'est pas les mêmes. C'est pas deux sacs de compétences, les compétences supposées appartenir aux femmes et les compétences supposées appartenir aux hommes. C'est des compétences qui n'ont pas la même valeur. Ils fournissent des explications aux places différentes assignées à chaque sexe. Et s'ils ne créent pas les discriminations sociales, ils fournissent les éléments pour les maintenir et les justifier. C'est-à-dire, grâce aux stéréotypes, on peut expliquer la place des hommes et des femmes dans la société sans les mots discrimination, patriarcat, sexisme, etc. Et l'autre autrice que je vais convoquer, c'est Nicole Mosconi, qui était ma directrice de thèse, à qui je profite pour rendre hommage, qui a beaucoup travaillé sur la mixité et qui a forgé le concept de division socio-sexuée des savoirs, et qui va nous expliquer comment ces stéréotypes vont se mettre en œuvre pour diviser les savoirs entre les savoirs des garçons, les savoirs des filles, les savoirs des hommes et les savoirs des femmes. Ce qu'elle explique, c'est que, évidemment, tout le monde peut tout faire. Combien de fois on a entendu les métiers n'ont pas de sexe ou n'ont pas de genre quand on veut faire moderne, tout le monde peut tout faire, combiné à il n'y a pas de saut métier, bien sûr mon fils / ma fille tu feras les métiers qui te plaira, ok c'est légal. Je veux dire, à part curé, c'est vrai que les femmes peuvent tout faire. Mais de fait, il y a des faire et des savoirs qui paraissent légitimes, voire naturels selon votre sexe et votre classe sociale, là je cite Nicole Mosconi, et d'autres qui semblent incongrus, inaccessibles, voire tabous ou infamants. Je vais vous donner un exemple. Alors nous en Suisse, on a une journée qui s'appelle « Oser tous les métiers », où les enfants alors selon le canton, c'est mettons 10-12 ans, vont dans des métiers dans lesquels leur sexe est sous-représenté. Visiter, pour voir à quoi ça ressemble. Imaginez un petit garçon dont les parents sont cadres supérieurs. Il revient de cette journée oser tous les métiers et il dit « Papa, maman, j'ai trouvé ma voie, je veux être esthéticien ». Je pense que le soir, la conversation, elle va être funky à la maison. Parce que quand il dit « je veux être esthéticien », il fait deux annonces déplaisantes. La première annonce, c'est en termes de classe sociale. Ce petit garçon pourrait aspirer à mieux. Et même si ses parents seront les premiers à dire « les métiers se valent, il n'y a pas de mauvais... » Quand même esthéticien, quoi. Et la deuxième annonce qu'il fait, c'est évidemment une annonce de genre. Il se projette dans un espace du genre auquel on ne s'attend pas. Et les métiers dits féminins,
sont en général moins bien valorisés que les métiers dits masculins. Donc il fait une double transgression qui ne le valorise pas. Maintenant, vous prenez une petite fille dont les parents sont ouvriers, petits commerçants, classe populaire. Elle revient d'une visite Oser tous les métiers et elle dit « Ah ben ça y est, je sais ce que je veux faire. Moi, le big data, c'est toute ma vie. Je veux travailler dans le machine learning. » Là, le premier problème, c'est que les parents ne savent pas de quoi elle parle. C'était esthéticien, tout le monde, quelle que soit la classe sociale, il y a des métiers, tout le monde en a entendu parler. Alors celui-là, mystère. Comment on fait pour le faire? C'est quoi les filières? Qui on connaît qui fait ça, qui pourrait être enseigné? Eh ben, beaucoup plus compliqué. Et quand on a compris que c'était de l'informatique, alors certes, même si c'est une montée en puissance, est-ce que c'est quand même vraiment un métier pour toi? Est-ce que tu seras heureuse? Est-ce que c'est un métier pour nous? Voilà, donc il y a des faire et des savoirs qui paraissent naturels et d'autres pas, même si, évidemment, le discours général, c'est les métiers n'ont pas de sexe. Comment voulez-vous que les gamins et les gamines vous croient quand vous dites ça? Ils regardent autour d'eux et ils voient que, eh ben, c'est pas vrai. Ok, dans la théorie, c'est ok, mais en regardant autour de soi, on constate que c'est clairement pas vrai. Les métiers et les compétences sont clairement genrés. Alors, je vais vous donner un exemple sur comment naissent les stéréotypes. C'est peut-être très petit, mais je vous le raconte, si jamais c'est très petit. J'ai illustré la division socio-sexuée des savoirs de Nicole Mosconi avec deux boucles qui vont se verrouiller. Je vais vous raconter comment elles se verrouillent. Prenons un savoir qui permet d'avoir du pouvoir dans le monde social. Par exemple, les humanités en 1950. Les humanités avec un grand H, le latin, le grec, la philosophie. Le groupe dominant s'en empare, parce que c'est un savoir qui permet d'avoir du pouvoir dans le monde social. Et comme c'est le groupe dominant qui l'exerce, il prend d'autant plus de valeur et il devient sélectif. C'est pas n'importe qui peut le faire. Et ça, plus le groupe dominant l'exerce, plus ça se renforce. Et c'est comme ça que, dans les humanités avec un grand H en 1950, on avait essentiellement des hommes blancs de la bourgeoisie. Et puis ensuite, il va falloir justifier cette division. Donc on va fabriquer les stéréotypes qui vont rationaliser cette sélection et l'exclusion des autres groupes. Donc par exemple, alors vous pouvez lire des textes qui aujourd'hui nous semblent assez croquignolets, qui vont expliquer pourquoi les femmes ne peuvent pas être agrégées de lettres ou agrégées de philosophie. Alors, non pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment intelligentes, hein, certaines d'entre elles doivent y arriver. Mais c'est tellement intense, les humanités, elles ne supporteraient pas. Vous voyez, elles feraient des crises d'hystérie à cause de l'intensité du savoir. Et ça leur prendrait tellement de temps et d'efforts qu'elles déserteraient leur famille. Et bien sûr, si elles désertent leur famille, elles ne seront pas heureuses. Donc elles ne vont pas le faire. Hein, il ne faut pas. Hein. Donc on fabrique des raisons qui expliquent pourquoi elles ne peuvent pas le faire. Il y a des textes absolument adorables qui expliquent pourquoi des femmes ne peuvent pas être enseignantes au secondaire. Bah parce que c'est trop intense. Alors éventuellement les femmes célibataires peut-être, et encore. Vous voyez la différence avec le discours aujourd'hui, où les femmes sont très nombreuses au primaire et au secondaire, et on va fabriquer une autre rationalisation. C'est pas parce que les métiers sont déclassés, c'est pas parce que les salaires sont pas terribles. Non, non, pensez donc, c'est parce qu'elles veulent les vacances. C'est parce que ça leur permet d'articuler vie familiale et vie professionnelle. Vous voyez comment on construit après coup un stéréotype pour rationaliser un ordre social. Donc le groupe dominant devient le seul à avoir les capacités naturelles pour exercer ce savoir, les humanités en 1950, et donc est légitime à nous monopoliser le champ, et on a bouclé la deuxième boucle. Je peux vous le faire tourner avec l'informatique. Jusqu'aux années 70-80, la programmation informatique était jugée comme de faible valeur, un sous-produit de la construction des machines. Les femmes étaient très nombreuses en programmation, en informatique dans ces années-là, parce que c'était considéré comme, en gros, un travail de dactylo amélioré, un travail du tertiaire, et ma foi, pour des femmes scientifiques, c'était pas mal, parce qu'on était à un bureau avec un clavier. Et on avait tout un tas de rationalisations qui expliquaient que c'était un bon métier pour les femmes. Et puis, la programmation informatique prend de la valeur, ça devient un bon métier, on explique que le pays doit entrer dans le 21e siècle avec une jeunesse comprendre des hommes formés à l'informatique, et soudain, la programmation, ça devient des maths, de la logique, du rapport à la machine, des métiers exigeants, pas du tout pour les femmes.
Donc, ce que je veux vous montrer avec ces deux exemples, c'est que les stéréotypes, on en fabrique sans arrêt et on les fabrique de manière ad hoc. Au moment où on en a besoin pour rationaliser une inégalité sociale, on va générer le stéréotype qui la rationalise, plutôt que de dire inégalité sociale. Donc, la lutte contre les stéréotypes. OK. Savoir que les stéréotypes ne sont pas fondés en nature est un prérequis aux actions égalité. C'est-à-dire, si vous êtes convaincus, si vos élèves sont convaincus qu'il y a des cerveaux roses et des cerveaux bleus, ça ne va pas le faire. Mais, ça ne va pas suffire. Premièrement, être conscient et consciente de l'existence d'un stéréotype n'annule pas sa menace. Je pense que vous connaissez l'expérience de Huguet et Régnier avec le schéma qu'on montre à deux classes. Dans un cas, on dit c'est un exercice de dessin. Dans l'autre cas, on dit c'est un exercice de mathématiques, c'est de la géométrie. Et quand les enfants pensent qu'ils font un exercice de dessin, les filles performent plus que les garçons. Et quand les enfants pensent qu'ils font un exercice de géométrie, les garçons performent plus que les filles. C'est le même exercice. L'habillage de la tâche change. En soi, c'est ni de la géométrie, ni du dessin, c'est recopier une figure, mais l'habillage active le stéréotype. Le stéréotype, c'est de la géométrie, et menace les filles, alors que les garçons se sentent menacés en dessin. Manque de chance, la géométrie a un poids scolaire plus important que le dessin. Donc, quand on fait ce test, quand Huguet et Régnier font ce test, et qu'ils testent la croyance dans les élèves dans le stéréotype, est-ce qu'ils et elles pensent que les garçons sont meilleurs en maths que les filles, quelle que soit leur croyance, la menace est la même. Ce que je veux dire par là, c'est que même si les filles sont intimement persuadées que rien ne prédestine les garçons à être meilleurs que les filles, et que d'ailleurs ce n'est pas le cas, même si elles en sont intimement persuadées, activer le stéréotype menace leur performance. Donc, ok, faut les exposer pour ce qu'ils sont, mais une fois que c'est fait, ils restent menaçants envers votre groupe social. Et ça, c'est des expériences qui ont marché, qui sont faites depuis Aronson et Steele dans les années 90, sur les étudiants afro-américains et les étudiants américains blancs, où là, on montrait que les étudiants afro-américains étaient conscients qu'il y avait un stéréotype qui pesait sur eux à l'université, qui n'était là que grâce à un dispositif d'action affirmative, qui n'était pas aussi intelligent que les étudiants blancs, et le fait de prendre conscience de cette croyance, même s'ils n'y croyaient pas, impactait leur performance. Donc, il faut exposer les stéréotypes, mais ça ne suffit pas pour annuler leurs menaces. Deuxièmement, on a tendance actuellement à présenter les stéréotypes comme un héritage d'un passé inégalitaire dont on doit se débarrasser. Vous voyez, ils existaient avant. Et maintenant, l'égalité est en marche par une espèce de progrès naturel de l'humanité. Et donc, on va s'en débarrasser, et puis il n'y en aura plus. Et on sera dans un monde égalitaire. Alors, ce que je vous ai montré avec l'informatique, c'est qu'on est capable d'en refabriquer tout le temps, dès qu'on en a besoin, et relativement récemment. Parce que quand on entend parler des stéréotypes, quand on dit ils ont été créés avant, en général, on vous remonte le truc au néolithique. Là, on pensait bien que les années 80, pensez donc, bah oui, mais on en refabrique en permanence. Et ça donne à croire à un progrès, à une naturalité inéluctable du progrès, avec l'idée que le présent occidental serait le moment et le lieu le plus égalitaire. Or, si je vous prends l'informatique, il y a des oscillations historiques évidentes et géographiques, parce que notre problème de manque de filles en informatique est un problème occidental. En Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, dans les pays de l'ex-bloc de l'Est, c'est pas du tout le cas. Alors moi, je dis que les stéréotypes, on vous les présente comme des stéréotypes, comme des processus zombies. C'est-à-dire, un jour, ils ont été lâchés. Ils avancent. Ils vous dévorent le cerveau. Mais personne n'en est responsable, donc personne n'en est coupable, c'est super. Ils sont devenus autonomes de ceux qui les ont fabriqués dans le passé. C'est très pratique de dire que les stéréotypes sont inconscients. Ça disculpe tout le monde. Alors oui, plein de stéréotypes sont inconscients. Et en effet, tout le monde les active. Là-dessus, on est d'accord. Faut pas oublier qu'il y a des stéréotypes qui sont hyper conscients. Et je veux bien qu'on lutte contre les biens inconscients. Je veux bien aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a des personnes qui les activent de façon violente et crasse, au détriment des femmes. Il n'y a pas que des biens inconscients. Et deuxièmement, dire qu'ils sont inconscients et que tout le monde les active, ça fait porter la responsabilité de la domination par les dominants. C'est-à-dire c'est aussi la faute aux femmes. Oui, bien sûr, on les active tous et toutes. Mais il faut quand même bien se rendre compte que c'est... parfois, vous savez, c'est des discours, on entend... Bon, il faut reconnaître que nous aussi, il faut... Ouais, non, mais il faut arrêter l'autoculpabilisation. C'est pas d'abord... c'est normal qu'on soit prise dans le même mouvement.
mais on n'est quand même pas les premières responsables des stéréotypes qui nous nuisent. Bien. Donc maintenant que j'ai un peu dégommé les stéréotypes, comme je vous dis, hein, non pas pour dire que ça sert à rien de lutter contre et que ça sert à rien de les exposer, mais il ne faut pas que ça soit l'alpha et l'oméga du dispositif à mettre en place. Donc maintenant, je vais vous parler de différentes politiques d'égalité, différentes conceptions des politiques d'égalité, et je vais le faire avec des petits chats, parce qu'à ce niveau de ma conférence, c'est bien que je vous montre des petits chats pour récupérer votre attention. Voilà. Ça, alors, vous allez reconnaître probablement un mème, vous me voyez venir, relativement courant, mais je vais un peu vous le réinterpréter. Déjà, il est beaucoup plus sympa parce qu'il y a des petits chats, et puis je vais pas tout à fait vous raconter la même histoire. Ça, parfois on vous dit que c'est l'égalité. Ben non. Je veux dire, ça saute aux yeux. C'est clairement pas l'égalité. Ça, c'est l'égalité d'accès. Et c'est pas rien. Je veux dire, du temps où les écoles d'ingénieurs étaient non mixtes, du temps où il était absolument limpide que selon votre classe sociale, vous allez faire le certificat d'études ou les études ou le lycée, l'égalité d'accès, elle n'existait pas. Et tant qu'il n'y a pas d'égalité d'accès, il n'y aura pas d'égalité. Ça, c'est sûr. C'est une condition nécessaire. La mixité filles-garçons, c'est une condition nécessaire. Bon, par contre, c'est pas suffisant. Je veux dire, clairement, là, on a donné la même chose à 3 félins parfaitement différents. Alors, le lion, ça va bien. Le chat, bah, il s'en sort. Et le petit chat, ça n'a pas de sens. Il les voit même pas, les souris. Il comprend pas le sens de l'éducation qu'on lui donne, parce que ce qu'on lui montre, il n'arrive même pas à le voir. Alors ils font ce que font les chats, ou les élèves en difficulté. Quand ça n'a pas de sens et qu'on comprend pas, on s'endort. C'est comme ça qu'il y a des élèves qui s'endorment sur les tables. Ça fait pas sens. Ça, c'est l'équité. Alors je suis d'accord, ça c'est l'équité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré la taille des inégalités et on a fourni un effort compensatoire à chaque fois. Et en effet, tous les chats voient les souris. Ça produit une forme d'égalité. C'est pas mal. C'est pas mal, et puis il va y avoir des problèmes. Le premier problème qui arrive, c'est que là, on va vous dire, ah, il n'y a plus de budget pour les caisses. Alors là, vous aviez 4 caisses, 2 grosses, une moyenne, une petite. Alors, on peut encore vous fournir la moyenne, la petite si vous avez du bol. Donc, va falloir choisir qui est suffisamment méritant pour avoir droit aux caisses. Et en général, qui choisit? Bah, plutôt le groupe des lions, vous voyez. Et puis, franchement, depuis le temps qu'on leur donne des caisses, ils sont toujours pas capables d'être égaux. Mais c'est de l'assistanat. Je veux dire, on n'aide personne. Faut arrêter avec ces caisses. Ok. Sauf que vous comprenez bien que si on enlève les caisses, c'est retour à la case départ. Donc ça marche tant qu'on fournit les caisses. C'est pas durable comme programme égalité. Et puis, sur ce, le lion vous dit, ah ben j'ai plus de caisses. Bah ouais, mais t'en as pas besoin. Ouais, mais c'était mieux. Non, mais d'accord, c'était mieux. Mais t'en as pas besoin. Non, mais d'accord, j'en ai pas besoin. Mais quand j'avais, pourquoi c'est moi qui donnerais ma caisse alors que c'est pas ma faute? Alors, on peut se dire que ce lion manque de conscience sociale. On peut dire que, en termes de justice et d'équité, il n'a pas fait complètement le boulot. Mais là où il n'a pas tort, c'est que c'est pas sa faute directement si les autres n'ont pas de caisse. Il bénéficie d'un privilège, c'est qu'il est grand. Il l'a. Et ce qu'il va vous dire, c'est que bah, s'ils sont tous grands comme moi, bah, il n'y a plus de problème. Quelqu'un une fois m'a dit que les hommes ne devaient pas être desservis dans les politiques d'égalité. Privilège pour tout le monde. Par définition, le privilège, c'est le truc que j'ai et que t'as pas. Privilège pour tout le monde, ça ne veut rien dire. Ou encore, dans un certain marketing de l'égalité, les hommes ont tout à gagner à l'égalité. Alors, on va faire des maths. Si les hommes ont 2/3 du gâteau et les femmes 1/3, si on égalise, eh ben, les hommes, ils perdent. On va pas se raconter d'histoire. Alors, après, attention. Les hommes justes, a priori, ils veulent pas gagner parce qu'on a écrasé une partie de la population. Si on croit au mérite, mais attention, à un mérite qui n'est pas socialement fabriqué avec des inégalités, on veut pas gagner parce qu'on a poussé dehors un groupe de sorte qu'ils puissent pas nous faire concurrence. Et puis, il y a des hommes justes aussi qui estiment que la course effrénée dans laquelle on les mène
finalement, ne fait pas leur bonheur, ne leur permet pas l'équilibre, ne fait pas le bonheur de leur famille, et que comme, en tout cas en contexte hétérosexuel, ces hommes sont en couple avec des femmes, c'est pas en écrasant sa partenaire qu'on arrive à avoir des contextes équilibrés. Mais il faut pas se raconter d'histoire. Quand on travaille sur la prise de parole des filles et des garçons en classe, si les filles prennent leur juste part, les garçons parlent moins, évidemment. Bien. Donc ce lion, en fait, il bénéficie de privilèges, il pense que c'est juste des façons d'être normales. Alors, pour expliquer ça à mes étudiants et mes étudiantes, je leur raconte ma recherche d'appartement à Genève, qui est à peu près aussi touchy que la recherche d'appartement à Paris. Moi, j'ai trouvé mon appartement en 1 mois. Si je pense que c'est grâce à mes compétences en termes de recherche d'appartement, autant pour moi. Hein, c'est parce que je suis une femme de plus de 50 ans, qui appartient à l'université de Genève, qui va sûrement pas faire faillite demain, a un grade qui fait que j'ai un salaire correct. Ça va. Pour un proprio, je suis plutôt rassurante. Et si j'ai eu mon appartement si vite, c'est parce que ce jeune couple, dont l'un des deux est en CDD et l'autre a un permis de travail qui est temporaire, tout ça, et à temps partiel, n'ont pas l'appartement. Évidemment, si moi je l'ai vite, c'est parce que les autres l'ont pas. Alors j'ai pris l'appartement. Je dis pas qu'il faut se fustiger en disant oh mon Dieu, ça ne sert à rien. Mais par contre, il faut bien comprendre que c'est pas uniquement grâce à un mérite intrinsèque comme ce lion, c'est grâce à son mérite intrinsèque d'être grand qu'il voit les souris. Et ça, c'est l'égalité. C'est que le problème, c'est pas avoir ou pas avoir de caisse. Le problème, c'est qu'il y a une palissade, et si j'enlève la palissade, j'ai plus besoin de caisse. On a l'égalité d'accès, tous les félins viennent voir les souris, mais ce qui rendait ces félins inégaux a disparu. Et donc, on n'a pas besoin de fournir des efforts compensatoires au coup par coup, vu que là, tout le monde est en train de voir les souris. Il n'y a plus de problème de budget pour les caisses. Bon. Sauf que c'est souvent plus facile d'amener des caisses que d'abattre la palissade. Parce que les gens qui ont construit la palissade, des fois, ça les fâche qu'on leur abatte la palissade. Et ça les arrange pas. Parfois, on me dit, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir de l'égalité? Eh ben, parce qu'il y a des gens, ça les arrange pas. Là aussi, il faut pas non plus se raconter d'histoires sur le mécanisme. C'est comme les inégalités sociales. Comment ça se fait qu'il y a encore des pauvres? Parce qu'il y a des gens, ça les arrange. Voilà. Donc, on abat la palissade, et c'est pas si simple. Et dans un certain nombre de cas, l'équité, c'est pas mal. On a conscience des limites de l'équité, mais par exemple, quand on fait un quota, on fait de l'équité. On mesure la taille de l'égalité et on met à une situation de rattrapage. Le quota, sa finalité, c'est de disparaître. Sa finalité, c'est que on s'est tellement habitué à ce que le paysage change, ça nous semble soudain tellement normal, cette mixité, qu'on n'a plus besoin du quota. Bon, malheureusement, parfois il faut le laisser un peu longtemps. Alors, je vais tout de suite vous faire mon couplet sur le quota avant de passer à mon outil. Le quota, c'est une solution intellectuellement décevante, mais pas chère et qui marche. Moi, je suis une informaticienne quota. Je veux dire par là que quand j'ai fait mes études d'informatique, on m'a dit après coup le directeur de filière m'a dit après coup qu'il avait donné un coup de pouce parce que sur tous les dossiers qu'il avait, il y avait tellement d'hommes et tellement peu de femmes qu'il aurait eu vite fait de pas avoir de filles et il en a quand même pris 4 sur 16. Moi, à ce moment-là, j'étais jeune, pardonnez-moi, je me suis dit, ouais, alors c'est les 3 autres qui sont... Moi, de toute façon, j'avais ma place. Ne m'en voulez pas, à l'époque, j'avais pas encore tout compris. En fait, ça n'a aucune importance. La question, c'est est-ce que je suis sortie dernière de ma promo? Non? Eh ben, c'est que j'avais ma place. Point. C'est-à-dire penser que un quota va nécessairement faire venir des femmes moins méritantes. Qu'est-ce que vous en savez? Penser que mettre un quota baisse le niveau, à mon avis, c'est l'inverse. Du temps où il y avait un bac S en France, les mentions bien et très bien étaient détenues majoritairement par des filles. En maths sup et en école d'ingénieur, vous mettez un quota, vous montez le niveau. Alors le quota, les femmes ont peur de se dire, on va dire que je suis là à cause du quota. Donc le fantasme de anti-quota, c'est de se dire on baisse le niveau. Non. Et l'inquiétude des femmes, c'est de se dire je veux être là pour moi et pas parce que je suis une femme. Ouais, alors moi je préfère être là parce que je suis une femme que pas là parce que je suis une femme. Parce que moi je suis là. Comment voulez-vous que je prouve ma valeur si j'ai pas le droit d'être là? Donc faut pas avoir de scrupules sur les quotas.
Bien. Mais le quota, c'est une mesure d'équité. Je préférerais ne pas. C'est un aveu d'échec. Si on avait un système égalitaire, on n'en aurait pas besoin. Alors là aussi, on dit c'est un aveu d'échec. C'est vrai, mais je préfère mettre une mesure scotch qui permette de faire que de dire « Oh, je ne peux pas admettre que la mixité a échoué. » Ben si, ouvrons les yeux. La mixité, telle qu'on la met en œuvre, elle a échoué. Pourquoi elle a échoué? Parce qu'on ne joue pas le jeu. C'est actuellement, on n'a pas de mixité dans les classes. On a une juxtaposition des filles et des garçons. Et comme dit, je pensais pas là-dessus qu'elle préfère que je la cite, mais le fait est, Michèle Zancarini-Fournel, qui est une historienne de la mixité, elle dit, la mixité, c'est comme la vinaigrette, si on mélange pas, ça se resépare. C'est précisément ce qui se passe dans nos classes. Bon, alors le voilà, mon outil. Alors attention, je vous envoie tout d'un coup, ça fait beaucoup, tout ça. Dites-vous que moi, j'ai 30 heures à l'Université de Genève pour faire ça. Je vais pas vous le faire en détail. Le principe dans lequel je pars, c'est que je voudrais ne pas faire de rattrapage, je voudrais ne pas faire d'équité, je voudrais abattre la palissade. Et pour abattre la palissade, plutôt que de lutter au coup par coup contre les discriminations quand elles se produisent, je vais essayer d'installer un contexte égalitaire dans lequel soit les discriminations n'arrivent pas à se produire, soit quand elles se produisent, elles sont tellement perpendiculaires à ce que j'ai instauré que ça va sauter aux yeux et ça va m'aider à l'expulser. Bon, ça c'est, on va dire, c'est le marketing. Je sais bien que c'est pas si facile que ça, mais c'est le principe. Alors ça marche comment ce truc? Les 4 coins, c'est ce que j'aimerais que les élèves vivent dans la classe. Exister collectivement, apprendre en confiance, exister singulièrement, acquérir des savoirs. Et quand je présente ça à mes étudiants et mes étudiantes, les 4 coins, ils sont d'accord. Alors on peut débattre sur ce qui vaut plus, ce qui vaut moins pour certains, pour certaines, ce qui vaut plus en primaire, ce qui vaut plus au secondaire, mais globalement, à part ces questions de pondération, tout le monde est d'accord que c'est nécessaire pour pouvoir apprendre en classe. Si on est terrifié, c'est-à-dire si on n'apprend pas en confiance, l'acquisition des savoirs, ça va rater. Si on est super en confiance, mais qu'on a oublié les savoirs, ben, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin bref, vous voyez l'idée. Et le cercle, ce que j'ai mis sur le cercle, c'est ce que vous devez mettre en œuvre. C'est les dimensions que vous devez mettre en œuvre pour que les 4 coins puissent exister. Je les ai groupés par catégorie, mais honnêtement, ils sont pratiquement tous hybrides. Mais c'est qu'au début, j'ai essayé de faire des trucs à rayures, le modèle devenait illisible. C'est finalement ma solution la plus claire. Mais évidemment, par exemple, si on veut donner un pouvoir sur les savoirs, il faut aussi avoir un climat favorable à l'apprentissage. Sinon, ça joue pas. J'attire votre attention sur la boîte qui s'appelle Éduquer à l'égalité, qui est une boîte bleue en dessous d'apprendre en confiance. Souvent, quand on vous parle de lutte contre les stéréotypes, on est focalisé sur cette boîte, avec l'idée que les stéréotypes sont amenés par les élèves entre eux, et qu'il faut les exposer pour les élèves, et qu'il faut leur apprendre à pas s'insulter, pas avoir de propos sexistes, racistes, homophobes, etc., etc. Oui, hein, oui, il faut le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est quand même tout petit sur la toile. C'est un des éléments. C'est absolument pas central. Oui, il faut le faire, mais faudrait pas non plus que ces cours auprès des élèves se transforment à faites ce que je dis et pas ce que je fais. Il y a une inspectrice du nord de la France qui m'avait raconté qu'elle avait visité une école maternelle dans laquelle il y avait une super exposition dans l'entrée sur tout le monde peut jouer à tout qu'avaient fait les élèves. C'était top. Et puis elle entre dans une classe et elle voit une photo d'une petite fille blonde jouer à la poupée devant le coin poupée et une photo d'un petit garçon avec un casque devant le coin bloc. Ouais, c'est ça. Donc dans le couloir, c'est nickel, mais on ne regarde plus sa classe et on voit pas les photos qu'on a exposées. Donc éduquer à l'égalité, ça fait partie, mais c'est finalement plutôt tout petit. À aucun endroit, j'ai écrit lutter contre les stéréotypes. Parce que c'est implicite. Si vous faites tout ça, eh ben, vous allez lutter contre les stéréotypes de fait, sans avoir besoin de mettre le doigt dessus, mais en ne leur permettant pas d'advenir. Parce que le problème, c'est quand vous faites un cours qui expose les stéréotypes. Alors, au secondaire, c'est explosif. Vous avez toujours des garçons qui viennent vous provoquer. C'est normal, ils sont ados, c'est leur partition. Voilà. Chez les grands primaires, ça marche aussi. On fait un cours sur les stéréotypes, et voilà que les stéréotypes sexistes fusent. Est-ce qu'on n'est pas en train d'augmenter la menace? Et on est toujours balancé entre les exposer, ne pas les exposer, en parler, mais pas laisser les élèves s'exprimer, on s'en sort pas. Bon, là, ils n'interviennent pas, mais tout ce que je fais va à l'encontre du fait qu'ils pourraient exister dans la classe.
Je voulais dire un autre truc, mais ça m'a échappé, c'est pas grave. Voilà. En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va essayer de se placer en amont des discriminations et pas en aval. Plutôt que d'essayer de lutter coup par coup aux problèmes quand ils arrivent, on installe un dispositif en amont qui, tant qu'à faire, respecte ça. Bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire toutes les boîtes en détail, d'autant plus que cet après-midi, mon collègue et ami Pascal Lidels va très très bien vous faire la boîte employer un langage inclusif. Je vais vous montrer comment on peut s'en servir, mais sans vous raconter tout en détail. Mes enseignants et enseignantes en formation, je leur propose de l'utiliser d'abord comme grille d'observation à l'envers, et c'est ce que je vais faire avec vous. Idéalement, il faut aller pouvoir s'observer parmi. C'est difficile de s'observer soi-même, évidemment. Grille d'observation à l'envers, ça veut dire que on va supposer que tout ce qui est sur la toile se produit. Je n'ai pas de procès d'intention aux enseignants, aux enseignantes. Si ça se trouve, tout ce qui est sur la toile se produit réellement dans votre classe. Ou pas. Faut voir ce qui se produit pas. Et à quel moment ça se produit pas. Sachant que tout ne peut pas se produire tout le temps. Tous les cours, toutes les séquences sont pas parfaites. Évidemment, on est des vrais gens à être des vrais élèves. Bon. Donc on va utiliser comme grille d'observation à l'envers pour voir ce qui ne se passe pas. Et puis après, on va la réutiliser pour reconstruire des activités éducatives en faisant en sorte que ce qu'on a barré précédemment puisse s'activer. Et pas forcément tout le temps, mais que si dans cette activité-là, 3 ou 4 blocs n'ont pas pu s'activer, eh ben ils vont pouvoir s'activer dans l'activité d'après. Alors, je vais vous donner un premier exemple avec le sujet que je préfère, qui est l'informatique. Alors, programmer des robots, très à la mode à l'école primaire, pour la pensée algorithmique, tout ça. C'est une présentation que j'ai vue lors d'un colloque de recherche où il y avait une équipe avec les constructeurs des robots et des enseignantes de primaire. C'est des élèves qui devaient avoir une dizaine d'années, peut-être un peu moins, qui avaient donc programmé des robots. Et voici les robots avec lesquels l'équipe est arrivée. Et on nous raconte, donc il fallait faire un parcours, il fallait avoir un tableau de bord où on notait ce qu'on avait fait, et puis il fallait que le robot fasse tout ça. Super, tous les élèves se sont amusés, ils ont tous appris, c'était trop bien. Ok. Sauf que moi, je regarde ces deux robots, j'ai un doute. Je lève la main et je dis, je ne doute pas que tous les élèves se soient amusés, qu'ils aient tous et toutes réussi, mais est-ce que l'entrée dans le savoir a été la même pour les garçons et les filles? Est-ce que le rapport au savoir construit était le même pour les garçons et les filles? Je vois l'enseignante qui se rigidifie et qui me dit « Mais les filles sont aussi capables de programmer que les garçons. » Oui, c'est certainement pas moi qui vais dire le contraire. Mais simplement, quand je vois un robot voiture et un robot coccinelle, je m'interroge sur comment l'entrée dans l'activité s'est faite. Et là, on m'explique. En effet, tous les garçons ont voulu le robot voiture. Mais c'était pas grave parce que les filles étaient ravies avec le robot coccinelle. Et puis, pour pas être embêtées par les garçons, elles se sont mises à part avec leur coccinelle. Elles ont programmé en autonomie et elles ont parfaitement réussi. Ok. Et mal passé, ça aurait été quoi pour vous? Parce qu'en gros, acquisition des savoirs, ok, tout le monde a réussi. Par contre, tout ça, pas du tout. Alors, pas du tout, c'est-à-dire, déjà, le premier truc louche, c'est tous les garçons veulent la voiture. C'est pas possible. Par contre, à partir du moment où une poignée de garçons a fait la police du genre en disant « Nous, on est des garçons et on prend la voiture », c'est hyper dur pour d'autres garçons de dire « Moi, je prendrais bien la coccinelle ». Et donc, forcément, les filles, elles prennent la coccinelle parce que elles veulent pas faire genre « Je me contente des restes », donc elles disent « C'est exactement ce que je voulais faire ». Mais là non plus, j'en suis pas sûre du tout. Pour ne pas être embêtées par les garçons, elles ont dû se mettre à part. Alors, pour créer un climat favorable à l'apprentissage, c'est raté. Installer la coopération, alors c'est raté dès le début parce que la coopération entre filles et garçons, c'est mort avec un robot voiture et un robot coccinelle, vu comment ça se met en place. Elles se sont mises à part. Inciter à la prise de parole, raté. Rendre visibles les groupes socialement dominés, en informatique, clairement, les groupes socialement dominés, on a compris qui c'était, elles se sont mises à part, raté. Elles ont programmé en autonomie, je traduis en langage pour tout le monde, elles se sont débrouillées toutes seules. Valoriser l'expérience, raté.
Et est-ce qu'elles ont le sentiment d'avoir eu un pouvoir sur le savoir? Parce que de fait, elles ont réussi. À la fin, on a checké qu'elles avaient réussi. Mais comme elles l'ont fait sur le bord, et que les garçons se sentent légitimes à prendre toute la place, et même à embêter les filles pour les pousser sur les côtés pour prendre toute la place, est-ce qu'elles se sont senties légitimes? Peu de chance, avoir un pouvoir sur les savoirs, raté. Et bien sûr, c'est pas d'abord la faute aux garçons. C'est d'abord la faute à cette équipe éducative qui n'a pas vu ou qui a trouvé normal que les garçons prennent toute la place. Alors maintenant que j'ai rayé tout ça, j'essaie de refaire l'activité autrement. Et en général, il y a un point de départ qui se met mal. Et après, le reste déroule. Là, le point de départ, c'est d'arriver avec des robots aussi genrés. Je ne dis pas que c'est la seule chose, mais déjà, ça part mal. Donc, on peut arriver avec des robots qui ne sont pas genrés. Alors, en Suisse romande, on a un robot qui s'appelle Timio, qui est une boîte carrée, translucide, avec des roues. Bon, ça, alors après, il y a des classes qui l'habillent, qui le décorent, qui mettent des trucs dessus, mais en soi, c'est un pavé blanc avec des roues. Et ensuite, mes collègues de didactique de l'informatique qui mettent en place Timio, ils me disent, c'est très clair. Quand on arrive dans une classe où l'enseignant, l'enseignante a conscience de la division socio-sexuée des savoirs, ils mettent en place un dispositif dès le départ pour faire en sorte que tout le monde s'amuse avec Timio. Quand on arrive dans des classes où rien n'a été prévu, les garçons se ventousent les mains à Timio, les filles ont le bloc-notes, et toute la séquence va dérouler comme ça. Parlons maintenant préhistoire. Alors, tiens, j'ai oublié de mettre la référence. C'est une séquence que j'ai empruntée à Leila Acherar, qui est allée observer des séquences en maternelle dans le sud de la France. Elle a observé des séquences sur la préhistoire. Et là, on est au moment de l'activité où on a le rappel des savoirs, des compétences des élèves. Alors, ils sont tous, imaginez, les lutins, tous assis sur des petits bancs autour de vous. Vous arrivez et vous allez voir ce que ils et elles ont appris sur la préhistoire. Qui peut me rappeler les activités des hommes préhistoriques? Ils vont à la chasse, ils pêchent, ils tuent les mammouths. Et là, il y a Manon qui fait « Et les femmes ?» Julie, elle garde les bébés. L'enseignante, que font encore les hommes? Ils chassent le mammouth, et puis encore. Ils pêchent, ils cueillent des fruits dans les forêts, ils ont des arcs, des flèches, des bateaux, des couteaux. La séance se poursuit sur l'énumération des faits d'armes. Les petits garçons jouent à l'homme préhistorique et les filles se taisent progressivement, se retirent et finissent par se désintéresser complètement de la séquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Le point de départ qui rate, c'est employer une langue inclusive. Qui peut me rappeler les activités des hommes préhistoriques? Pascal, tout à l'heure, va bien vous expliquer que déjà pour nous, hommes préhistoriques, on a du mal à voir les femmes à l'intérieur. Pour les petits, c'est mort. Qui peut me rappeler les activités des messieurs de la préhistoire? Voilà ce qu'ont entendu les enfants. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, Manon, elle en a marre. C'est bon, ça va bien les messieurs de la préhistoire. Et les femmes? Et Julie, elle a une réponse. Elle garde les bébés. Et quand l'enseignante relance que font encore les hommes, elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle pense les humains de la préhistoire. Mais c'est pas ce qu'elle dit. Donc quand elle dit que font encore les hommes, Manon comprend bien. Non, on a dit les messieurs. Ah, autant pour moi, marche arrière. Et là, on reste sur les messieurs de la préhistoire. Et donc, tout ça, inciter à la prise de parole, non. Rendre visibles les groupes socialement dominés, non. Créer un climat favorable à l'apprentissage, bah, sur la fin, c'est mort. Incarner les savoirs de manière mixte, non, parce que seuls les messieurs de la préhistoire ont fait des trucs à la préhistoire. Alors maintenant, on va faire ça autrement. On va faire une séquence sur les humains de la préhistoire dans le respect des relations égalitaires. Premièrement, on va faire appel aux connaissances des élèves. Qu'est-ce que vous savez de la préhistoire? En Suisse, enfin à Genève en tout cas, on a des bibliothèques de classe qui sont dans la classe avec des livres. Et en général, c'est transmis de génération d'instit en génération d'instit. Il y a des choses il y a des trucs neufs qu'on a achetés cette année et les trucs qui ont été achetés à la construction de l'école dans les années 50. Enfin, je charrie un peu, mais vous voyez, vous avez simultanément Martine, jeune maman, et voilà. Bon. Parce ça fend le cœur d'éliminer les vieux livres qui ont bercé notre enfance. Bon, il y en a, on pourrait se poser la question. Mais bref. Alors, on va aller voir dans la bibliothèque de classe et on regarde ce qu'on a sur la préhistoire. Alors, j'en ai mis deux. Donc, Petit Caillou, qui au moment où j'ai fait ma présentation, en tout cas à Genève, était pas mal utilisé.
Et puis la famille pierre à feu qui ressemble, enfin, qui est ultra genrée, entre autres, et qui n'a rien de scientifique sur la préhistoire. Et évidemment, pendant qu'on fait ça, on fait très attention à créer un climat favorable à l'apprentissage. Tout le monde parle, on fait attention à la répartition de la prise de parole, et on emploie une langue inclusive parce qu'on va bien parler des humains de la préhistoire. Bon, on continue à fouiller, on peut aussi ramener d'autres livres. Alors, une mention spéciale pour cette gravure 19e siècle avec Monsieur préhistorique qui regarde l'horizon. Il est glabre, il est beau, il est musclé. Madame préhistorique qui est blonde, relativement sexy, qui garde les bébés. On se demande où Manon a trouvé, où Julie a trouvé une idée pareille. Alors en dessous, plus réaliste, Monsieur préhistorique, belliqueux, alors plus poilu, certes, je le reconnais, mais oui, hache à la main, avec Madame préhistorique, je ne sais pas si vous la voyez bien sur l'écran, recroquevillée dans la grotte, en train de garder les bébés. Alors aujourd'hui, on sait que les humains de la préhistoire ne vivaient pas dans les grottes. Ils y allaient pour faire des choses précises, mais ils ne vivaient pas dans les grottes. Et puis, les hommes de la préhistoire, pour 4-6 ans, avec diverses activités de ces hommes de la préhistoire, où les femmes gardent les bébés et font la cuisine. Bien. Et puis, on arrive sur l'activité de qui peint sur les murs des grottes. Parce que quand on se demande qu'est-ce qu'on sait, eh ben, il y a quand même quelque chose de tangible, des vraies traces qui sont autre chose que des squelettes, c'est les peintures rupestres. J'avais vu en conférence le conseiller historique de ce livre-là, La grotte est peinte, qui a dit qu'il a beaucoup insisté, pour qu'on représente des femmes en train de peindre sur le mur de la grotte. Il a beaucoup insisté. Il y a eu un vrai effort, elles préparent des pigments et elles tiennent la lampe, pour que monsieur préhistorique puisse dessiner. Mais d'ailleurs, chez Tikaïou, qui dessine? On est bien d'accord. C'est super dur, je vous laisse mener l'enquête, c'est super dur de trouver une image avec une femme qui dessine sur les murs de la grotte. J'ai demandé à l'IA de me créer une femme qui dessine sur les murs de la grotte. Alors, l'IA gratuite, parce que sinon c'est pas du jeu, l'IA tout venant. J'ai réussi à avoir une femme plutôt sexy, vous voyez la préhistoire hollywoodienne, qui peint avec un pinceau sur le mur de la grotte. Mais faut la comprendre, l'IA. Elle fait avec ce qu'elle a, et ça, elle n'arrive pas. Bon, on revient avec les enfants. Comment on sait ce qu'on sait de la préhistoire? Et on va faire un débat, on va discuter épistémologie. On peut discuter épistémologie, sans dire le mot épistémologie, avec des petits, sur la manière dont la science se fait, sur la manière dont la science progresse sans cesse, sur des découvertes qu'on fait maintenant qui fait qu'on reconsidère ce qu'on savait de la préhistoire, et que c'est certains livres qui ne sont pas mis à jour. Et là, on fait toujours attention, évidemment, à la prise de parole. Et puis, on va chercher, alors il y a différents éléments qui existent. Là, je vous en ai amené un article qui vient de Maxi-Science, mais on a des ressources un peu partout. On a des ressources, je vous montrerai après, mais en tout cas, qui arrivent avec des preuves scientifiques que ces dessins sur les murs étaient mixtes. Des hommes et des femmes se sont mis à écrire sur les murs. Et donc, ces livres sont pas justes, n'ont pas été mis à jour. Alors, si vous sentez que vos élèves sont un peu plus grands, on peut se demander pourquoi on a oublié de représenter les femmes. Mais même avec des très petits, on peut se dire, c'est quand même dommage que les livres soient faux. Alors, des ressources. On a une ressource qui est faite par les bureaux de l'égalité romans, qui s'appelle l'école de l'égalité avec, alors c'est basé sur notre programme Suisse roman, c'est pas radicalement différent du vôtre, vous allez retrouver vos petits. Tout est téléchargeable sur le site égalité.ch. Et puis en France, il y a Mathilda Éducation qui a un certain nombre de ressources, dont une vidéo qui vous explique que, alors c'est pas à destination des petits, mais qui vous donne les bases scientifiques pour expliquer que c'est pas que les hommes qui ont dessiné sur les murs. Et voilà, j'ai une image de femme qui dessine sur les murs à la préhistoire, ça vient de ces livres que je viens de vous montrer précédemment. Voilà comment on dessinait ces mains qu'on trouve sur les murs des grottes, et c'est une femme qui est en train de faire sa trace de main. Et une fois qu'on a dit tout ça avec les élèves, on va prendre un pouvoir sur les savoirs de la préhistoire, et puis on va jouer à l'humain préhistorique sur les murs de la classe, en ayant mis un papier préalablement, parce qu'on n'est pas des fous. J'ai encore un tout petit peu de temps pour vous parler des femmes en sciences. Allez. Visibilisons les femmes en sciences.
J'ai une collègue qui s'appelle Vanina Modikonachit, qui est philosophe, et qui dit c'est pas mettez des femmes et mélangez bien. Ça, c'est se donner bonne conscience. Parfois, on a tendance à se dire, puisqu'aujourd'hui, il y a peu de femmes en sciences, et qu'on est dans un progrès naturel, vous vous souvenez, c'est qu'hier, il y en avait encore moins. Et on pense même pas à les regarder. C'est comme ça qu'on a longtemps cru que des informaticiennes, il n'y en avait pas. Vu qu'aujourd'hui, il y en a à peu près, il y en a 15% pour dire les choses concrètement, c'est-à-dire que 3 fois rien, il faut une loupe pour les retrouver. Hier, qui était évidemment plus arriéré qu'aujourd'hui, nécessairement, on devait être dans le négatif. Bon. Donc, premièrement, pensez à les regarder. Mais ça, c'est bon. On pense à les regarder. Par contre, faut pas saupoudrer de femmes et se dire, aïe, j'ai fait mon boulot, j'ai mis des femmes. Alors oui, ça permet d'incarner les savoirs de manière mixte. Ça permet de rendre visible un groupe socialement dominé. Mais si vous voulez que ça marche, il ne faut pas simplement présenter des figures. Donc, il faut le présenter de manière politique et pas pour avoir bonne conscience. Je vous présente Ada Lovelace. Ada Lovelace, première personne à écrire un programme informatique en 1843 sur une machine mécanique construite par Charles Babbage, que vous pouvez voir au Musée des Arts et Métiers. En général, l'image que l'on montre, c'est la petite image carrée là. C'est princesse informaticienne. Mais pourquoi pas princesse informaticienne? Par contre, ça suffit pas. Si vous montrez princesse informaticienne, puisqu'on n'a pas l'habitude d'imaginer que ces personnes-là habillées de cette façon-là puissent être des scientifiques, c'est pas crédible. À gauche, vous avez toujours Ada Lovelace en surimpression par rapport à son travail, et son travail, ça a été d'inventer la boucle, qui est quand même un truc plutôt pratique en informatique. Donc, on peut montrer princesse informaticienne, parce qu'on peut être mathématicienne, à l'époque, évidemment, elle se qualifiait de mathématicienne, et pour autant s'habiller pour aller à la cour de la reine, et en même temps être une femme de science. Et puis, on s'arrête pas là. Parce que si on s'arrête pas là, on va être sur l'effet Marie Curie. Ah, mais bien sûr que les filles peuvent faire des sciences en physique, il y a Marie Curie. Marie Curie, 2 prix Nobel. Vous vous rendez compte la hauteur de la marche? C'est vous êtes en train de dire aux filles, alors ok, les filles peuvent faire des sciences. Si vous êtes ultra excellente, Marie Curie. Et sinon, zut. Alors, pour les garçons, Einstein n'est pas accessible, hein. Mais si vous n'êtes pas Einstein, il y a plein de modèles. Et vous pouvez vous arrêter à différents paliers. Jusqu'où, peut-être jusqu'à Einstein. Alors qu'avec Marie Curie, c'est écrasant. C'est Marie Curie ou rien. L'exception qui confirme la règle. Si vous arrêtez à Ada Lovelace, une femme du 19e siècle, anglaise, qui accessoirement a une vie pas marrante du tout, c'est pas un rôle modèle. Alors, personne n'a envie de vivre la vie d'Ada Lovelace. Parfois, on me dit aussi, ah oui, en personnage de roman, il y a Lisbeth Salander en informaticienne. Ouais, voilà le rôle modèle, quoi. Alors, c'est un personnage de roman formidable dans Millennium. Mais elle est agressée, violée, internée, elle a une vie sociale catastrophique, et elle est une aqueuse de génie. Pas simple, hein. Bon, bref, je reviens à mes moutons. Ada Lovelace, c'est le point de départ, mais il faut surtout pas s'arrêter là. Voici les ENIAC 6, qui sont les 6 programmeuses de ce tout premier ordinateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle l'ENIAC. Souvent, on les voit appeler ENIAC Girls. C'est pas une revue de musical, hein. C'est des mathématiciennes. ENIAC Girls était certes le terme de l'époque, faut surtout pas le reprendre. C'était une façon de diminuer, rendre petit, mignon, éventuellement sexy, un groupe de femmes mathématiciennes, invisibilisées et sous-payées, parce qu'elles programmaient, là on les voit en train de programmer, même si la programmation à l'époque c'était pas mal différent. Dans ENIAC 6, ok, pas ENIAC Girls. Et on s'arrête pas là. Parce que là, on va vous dire, ok, il y a eu des femmes, et puis il y en a plus. Alors, il n'y en a pas beaucoup. 2019, Cathy Bouman, avec son équipe, modélise le premier trou noir. Il y en a toujours. Pas beaucoup, mais il y en a toujours. Bien, j'en arrive à ma conclusion. Mon but, en vous présentant la toile de l'égalité, c'est d'agir davantage sur les pratiques, sur les représentations. J'aurais pu vous faire toute une séance de 3 heures sur d'où viennent les stéréotypes, comment se construit le système de genre, c'est quoi le patriarcat, c'est quoi ses ressorts, sur quoi il tient, et puis après on sera allé boire des bières en pleurant parce qu'on n'avait pas de solution. Oui, il faut l'exposer. Et j'ai une collègue qui s'appelle Céline Petrovic, qui a une animation qui est tip-top sur la question. Et qui vous montre d'ailleurs comment contrer à l'oral les stéréotypes. Et c'est pas inutile. Mais
En général, on n'a pas le temps. Alors moi, j'ai 30 heures avec mes élèves, enfin avec mes étudiants, mais c'est la grosse fête, je fais ce que je veux, et je démonte le patriarcat. Mais ici, j'ai pas 30 heures. Et en général, dans toutes vos formations, vous n'avez pas 30 heures. Parce que dans les INSPE, c'est pas encore tout à fait ça. Mon idée, c'est que, avec le temps que j'agis sur les pratiques. Je propose de mettre en œuvre des pratiques. Parce que tout le monde est OK pour l'égalité. Comment, pourquoi, comment ça marche, tout ça. Mais si on vous vend une pratique égalitaire, a priori, vous n'allez pas dire, alors moi, l'inégalité, c'est quand même ma mission. Et accessoirement, je vous dirais que individuellement, au fond, peu importe ce que pensent les enseignants et les enseignantes. Alors en France, on dit que la mission, c'est la culture de l'égalité filles-garçons. Chez moi, c'est, peu importe, l'égalité entre les filles et les garçons, whatever, c'est votre mission. Point. Quoi que vous pensiez en soi, un enseignant peut être raciste, je veux pas le savoir, il peut pas le mettre en œuvre. Alors je sais bien que c'est pas une idée géniale, mais avant tout, la question c'est pas qui vous êtes, je vous psychanalyse pas, c'est vos pratiques. Et donc on va mettre en place des pratiques égalitaires. Et à rebours, à force de mettre en place des pratiques égalitaires, parce qu'on est des enseignants et enseignantes réflexifs et réflexives, on va se demander pourquoi ça marche, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'arrive à produire une meilleure répartition, des temps de parole, plus de bien-être, plus d'écoute parmi mes élèves. Donc, je préfère qu'on agisse sur les représentations en espérant que les pratiques transforment les représentations et pas l'inverse. Vous l'avez compris, la toile cherche à construire l'égalité en espérant j'ai pas oublié un mot dans ma phrase. Bref, la toile cherche à construire l'égalité en se plaçant en amont et en espérant que l'inégalité n'arrive pas à s'exprimer. Ça permet aux enseignants d'acquérir des pratiques réflexives en lien avec des apprentissages sociaux, mais aussi didactiques. Je me suis rendu compte au début que mes étudiants et étudiantes, chaque fois qu'ils me donnaient des exemples, c'était en lien avec du vivre ensemble. L'égalité filles-garçons, ce serait du vivre ensemble. Ce serait éduquer à l'égalité. Alors oui, c'est ça aussi, mais c'est des savoirs didactiques, c'est mettre en évidence les groupes socialement dominés, c'est incarner les savoirs de manière mixte. Donc il y a des apprentissages sociaux, mais il y a aussi évidemment des outils didactiques. Bon, par contre, c'est pas magique. Ça fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne pas toute seule. C'est pas une boîte à outils. Aujourd'hui, je vais dire, allez, je fais les boîtes bleues. Demain, je fais les boîtes rouges. Ou bien, tiens, aujourd'hui, je fais la langue inclusive. Non, ça ne marche que si ça marche de manière systémique. Sinon, vous allez faire de l'égalité entre 14 et 15-30, et après, c'est business as usual. Ça marche de manière systémique, et tout à la fois. Alors, c'est pas facile, tout à la fois, mais vous saviez que le métier était compliqué de toute façon. C'est pas moi qui vous l'apprends. Et on n'est pas parfait à tous les coups. Des fois, on se rate. Je me souviens d'une de mes étudiantes qui vient me voir en me disant « Madame Collet, si vous savez ce que j'ai fait. » Allez, dites-moi. Eh ben, au moment où il fallait ranger la salle de sport, j'ai dit, allez les garçons, vous portez les bancs. Qui ne l'a pas fait? Et je lui dis, et alors? Elle me dit, qu'est-ce que je me suis fait engueuler par les filles? Eh ben, je lui dis, voilà, ça marche. Vous avez installé un contexte égalitaire, quand l'inégalité se produit, il y a les filles pour aller. Et c'est super. Voilà. Ça veut dire qu'elles vous ont ramassé, et vous étiez consciente d'avoir dit une bêtise, donc vous êtes excusé platement, et c'est bon. Le monde à l'extérieur, il n'est pas égalitaire. Et de temps en temps, l'école n'est pas étanche, mais si vos élèves sont capables de trouver que c'est scandaleux, et que vous-même êtes capable de vous rattraper, globalement, vous n'avez rien fait de mal, quoi. Bon, voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ça, c'est ma biblio. Je vous conseille donc 3 sites, les 3 du bas, égalité.ch avec les ressources, aussi.ch où c'est en gros des questions posées par plutôt des parents et leurs réponses, Mathilda Éducation que vous connaissez peut-être, et alors ça j'ai un petit problème. J'ai fait un MOOC avec une de mes doctorantes qui s'appelle Aurore Veiller, qui est un MOOC sur la toile de l'égalité, qui est sur la plateforme Coursera, et que Coursera a rendu payant, sans nous demander notre avis, en août dernier. Donc, je me sens mal de vous le conseiller de le faire, et je présente mes excuses à Pascal, qui a bénévolement accepté de parler dans ce MOOC, parce qu'on avait dit à tout le monde que ça resterait gratuit, et ce ne l'est plus. Donc, l'Université de Genève tente de rapatrier ces MOOC, de faire une plateforme locale. Et quand ce sera fait, j'oserai de nouveau vous conseiller d'aller faire ce MOOC sur la toile de l'égalité, ce qui vous permet de faire en 30 heures ce que j'ai essayé de vous donner à voir en 1h10. Voilà, je vous remercie.